Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison 4. Ce nouvel épisode va être le dernier du triptyque sur les grands principes fondamentaux du transgénérationnel. Alors si vous arrivez par ce nouvel épisode, je vous invite à remonter à l'épisode qui parle du système familial, donc qui explique ce qu'est un système familial et comment il fonctionne. Et puis ensuite d'écouter les épisodes des grands principes fondamentaux dans l'ordre, c'est-à-dire le premier épisode c'est celui de l'appartenance, le deuxième c'est celui de la hiérarchie. Et dans ce troisième épisode sur les principes fondamentaux du transgénérationnel, on va parler donc du troisième principe qui est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors dans le système familial, on l'a vu, il y a non seulement le sens de l'appartenance au clan, l'appartenance au système familial dans son ensemble, donc qui nous dit que chacun a sa place et doit être reconnu par le système. Il y a ensuite le principe de hiérarchie qu'on a vu précédemment, qui est que chacun a une place, mais pas n'importe laquelle, et que chacun va devoir être à sa bonne place et à sa place de puissance pour profiter des bénéfices de ce système. Et il y a également, donc ce troisième principe, un sens d'équilibre dans les relations sur la base du donner et du recevoir. Donc la première chose à avoir en tête, c'est que le système familial, lui, ce qu'il va constamment rechercher, c'est l'équilibre. L'équilibre entre ce que chacun donne, l'équilibre entre ce que chacun reçoit, et l'équilibre également entre ce qui a pu être fait par certains membres du système et qui va peut-être avoir besoin d'être réparé par d'autres. Alors, Anne Ancelin Schutzenberger, qui a écrit notamment Aïe mes aïeux et qui est à l'origine de la psychogénéalogie, elle parle de grands livres des contes. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Un livre des contes familial qui recense les dettes, les devoirs, les mérites et qui va nous dire si on est à débit ou à crédit finalement dans le système familial, dans l'idée que l'arbre familial, que le système soit toujours dans cette notion d'équilibre. Donc l'équilibre entre le donner et le recevoir, ce principe-là, il nous dit que déjà dans un premier temps, si je n'ai pas appris à recevoir la vie qui m'a été donnée, qui m'a été transmise, notamment par mes parents, alors je vais continuer à créer des conditions pour ne jamais recevoir, pour ne jamais trouver le bon partenaire, le bon travail. Si je ne suis pas en paix avec la place qui est la mienne, je risque de rencontrer insatisfaction et échec, et sans forcément comprendre pourquoi il y a des scénarios qui se répètent en boucle à l'intérieur du système familial qui est devenu dysfonctionnel, sans harmonie et sans équilibre. La première chose que nous dit ce principe d'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est que les parents donnent et l'enfant reçoit. Les parents donnent, transmettent en tout cas la vie et l'enfant reçoit la vie. Et les parents ne sont pas en droit de revendiquer ni un retour sur investissement, ni non plus, ils n'ont pas le droit de culpabiliser l'enfant pour ce qui lui a été donné. Donc, on dit que le système familial, il cherche toujours l'équilibre. Il y a une seule chose dans laquelle il ne peut pas retrouver cet équilibre-là, en tout cas pas tout de suite, c'est effectivement le fait d'avoir reçu la vie de ses parents. C'est une dette qui est communément admise par le système familial qui ne sera jamais remboursée. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les parents ne sont pas en droit de réclamer quoi que ce soit par le fait d'avoir transmis la vie à leurs enfants. L'enfant ne peut jamais rendre tout ce qu'il a reçu de ses parents, donc il doit simplement, ce qu'on a vu précédemment, ça renvoie à l'épisode sur la hiérarchie, il doit simplement les honorer, les remercier et accepter ce qu'il a reçu, sans jugement, sans revendication et sans plainte. Donc accepter ce qu'il a reçu et notamment ce don de vie, le fait d'être en vie. On est bien d'accord, encore une fois, je préfère le redire parce que je veux pas que ce soit mal interprété. On ne va pas remercier pour quelque chose qu'on n'a pas reçu et ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit ne pas légitimer le fait qu'on n'a pas reçu certaines choses dont on avait besoin. Voilà. Mais en tout cas, le fait que nos parents nous ont transmis la vie, pour ça,
on leur doit une forme de respect et pour ça, on peut les remercier. Et c'est une dette donc, qui n'a pas besoin d'être remboursée dans le système familial. Pourquoi ? Parce que les parents, c'est les grands qui donnent et les enfants, c'est les petits qui reçoivent. Et on dit aussi que l'équilibre se rétablira automatiquement et naturellement quand l'enfant, à son tour, deviendra parent et donnera à ses propres enfants ou transmettra à d'autres ce qu'il a reçu. Le système familial, en fait, va se rééquilibrer naturellement à ce moment-là. Donc, comme je vous disais, naturellement, idéalement, les parents donnent et les enfants reçoivent. Mais pour de nombreux enfants dont un parent peut être triste, déprimé, anxieux ou peu sûr de lui, l'accent peut être davantage mis sur le réconfort que sur le recevoir. Donc dans une telle dynamique, l'expérience de l'enfant qui va avoir certains de ses besoins satisfaits ou insatisfaits peut devenir secondaire. Et du coup, l'enfant va plutôt être dans l'impulsion naturelle de donner des soins à ses parents que d'en recevoir et que de les prendre. Donc ça, c'est une dynamique de l'enfance qui peut faire que plus tard, l'enfant devenu adulte va peut-être reproduire en donnant trop à son partenaire, ce qui peut être compliqué aussi dans la relation. Ce qui peut mettre la relation à rude épreuve. Le contraire peut être vrai aussi. C'est-à-dire qu'on peut se sentir submergé ou accablé par les besoins d'un partenaire à qui on ne peut pas donner autant que ce qu'il aurait besoin ou que ce qu'il nous réclame. Et on peut se sentir du coup émotionnellement bloqué au fur et à mesure que la relation avance. Donc l'équilibre entre le donner et le recevoir, il va se faire déjà avec ce que j'ai reçu et ce que je suis en capacité de recevoir de l'autre, notamment de mes parents, et donc ce que je vais être en capacité de recevoir ou de donner à l'autre au cours de ma vie. Ce qui est important aussi, toujours en lien avec la hiérarchie dont on a parlé précédemment, c'est que les parents, ils doivent en priorité donner à leurs enfants et non à leurs petits-enfants. Parce que s'ils donnent plus à leurs petits-enfants que ce qu'ils n'ont donné à leurs propres enfants à eux, ils sautent une génération et ils ne permettent pas à leurs propres enfants de se sentir reconnus et de prendre une vraie place au sein de la famille. Donc ça peut être des systèmes, par exemple, dans lesquels les grands-parents ont eu une relation compliquée avec nos parents, du coup avec leurs enfants, et pour autant, ils vont s'occuper de nous quand on est enfant, comme si on était les leurs. Donc là, ça vient déséquilibrer également le système. Si on donne aux autres, si on est beaucoup dans le donner et qu'on a du mal à recevoir, qu'on ne prend pas, c'est comme si on gardait aussi une forme de supériorité qui peut engendrer chez l'autre l'impression d'être débiteur. Par exemple, si je donne à l'autre plus que ce que j'accepte moi-même de recevoir de sa part, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et au bout d'un moment, si l'autre ne peut pas me rembourser, entre guillemets, c'est-à-dire me donner autant, peut-être parce qu'il n'est pas en capacité lui-même de donner autant, ou parce que moi-même, je n'arrive pas à l'accepter, je n'arrive pas à recevoir, eh bien l'autre peut se sentir redevable envers moi et ne pourra pas rétablir l'équilibre. Peut-être qu'il va m'en vouloir, peut-être que la relation, quelle qu'elle soit, va se rompre parce qu'il y aura un sentiment d'infériorité. Donc cet équilibre entre le donner et le recevoir, il est important aussi à prendre en compte dans qu'est-ce que je vais donner à l'autre, qu'est-ce qu'il est en capacité de recevoir et qu'est-ce que moi-même je suis en capacité de recevoir dans ce que l'autre me donne. Donc c'est important de ne pas donner plus que ce que l'autre va être prêt à recevoir pour ne pas le rendre dans l'incapacité de donner et de rendre à son tour, sinon le flux d'énergie ne va pas circuler. On ne parle pas forcément dans le donner et le recevoir d'échanges d'argent qu'on va compter au centime près ou autre. Ça passe aussi par des services, une écoute, une action, un mot, un geste. Vraiment la quantité d'amour et d'attention aussi qu'on va donner à l'autre. Refuser de recevoir et n'être que dans le donner, ça peut créer en tout cas un déséquilibre, un vide émotionnel et des insatisfactions dans la vie des personnes qui agissent de cette manière, qui vont être toujours en quête d'amour et en quête de reconnaissance. L'idée, c'est vraiment de donner avec joie, avec amour et de recevoir d'eux-mêmes. Dans un rapport de couple notamment, les partenaires vont être égaux puisqu'ils sont tous les deux adultes. Donc l'échange va se faire d'égal à égal, et chacun devant donner et recevoir dans l'équilibre. Si l'un des deux ne fait que prendre sans jamais rendre, l'autre peut se sentir frustré dans la relation et pourra décider d'y mettre fin parce qu'il ne se sent pas considéré, par exemple, à sa juste valeur.
Au-delà de l'équilibre, le but de donner et recevoir, c'est un échange de liens et d'amour qui se renforce pour que chacun se sente à sa juste place et que chacun soit reconnu par l'autre. Le besoin de justice et d'équilibre, il va s'exprimer aussi sur le volet plus négatif, c'est-à-dire que si quelqu'un vous porte préjudice ou vous fait souffrir, le besoin de réparation va se manifester tant du côté de la victime, entre guillemets, que du côté du coupable. Dans un couple, l'équilibre va se rétablir par un dommage en retour ou par une demande de réparation. Si la victime, entre guillemets, va pardonner à l'autre pour lui éviter d'assumer la responsabilité de ses actes ou de sa faute, afin d'éviter le conflit, ça ne va pas résoudre le problème et ça va à nouveau instaurer un déséquilibre entre les deux parties. Si on pardonne trop vite, sans laisser le temps à l'autre de se repentir ou en tout cas de prendre la responsabilité de ses actes, on peut se sentir supérieur à lui et il ne pourra plus redevenir notre égal. Donc pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait équilibre, celui qu'on va considérer comme la victime va devoir demander réparation et le coupable va devoir porter les conséquences de ses actes, ainsi chacun garde sa dignité. Sinon le coupable, entre guillemets, n'a plus qu'à partir. Ça rejoint ce qu'on a dit précédemment aussi sur la hiérarchie et l'appartenance. Justement, j'ai envie de vous dire quelques mots à propos du pardon, parce que je trouve que c'est tout à fait à propos et que ça fait sens avec ce que je partage ici. On parle beaucoup du pardon en développement personnel, en spiritualité, et notamment du pardon comme porte de sortie, comme porte de libération, et avec beaucoup d'injonctions aussi sur le fait qu'il faut absolument pardonner pour se sentir libre, et que tant qu'on n'a pas pardonné, on ne peut pas se sentir libre avec ce qu'on a vécu. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, puisque dans le modèle des constellations familiales, dans le travail transgénérationnel, le pardon n'est pas recherché, voire même le pardon n'est pas souhaité et non pas non plus souhaitable. Alors pourquoi ça ? Quand on veut pardonner à ses ancêtres et qu'on croit bien faire, on va finalement déséquilibrer encore plus le système familial. Pourquoi ? C'est peut-être l'inverse de ce qu'on vous a toujours dit, comme je disais, parce que le pardon est souvent mis en avant. Déjà, moi, je pars du principe qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément pardonnables. Je ne crois pas que le pardon, ce soit la seule manière de se libérer. Et on n'a pas besoin forcément de pardonner à quelqu'un d'autre pour se sentir en paix. Dans la vision des constellations familiales, celui qui pardonne va se mettre au-dessus de celui qui est pardonné. Il va penser que, par sa parole, il peut influencer le destin de l'autre. Pardonner à un ancêtre, ça implique aussi que je juge l'action de l'autre comme mauvaise et que du coup, je rentre dans une forme de dualité et de jugement envers lui. Je me place en position de victime et je le place en position de bourreau. Et on l'avait vu dans l'épisode sur le système familial, le jugement de valeur n'a pas sa place du point de vue du système familial, qui lui va être neutre et qui ne va pas s'intéresser finalement aux actes des uns et les autres en les jugeant bons ou pas. À propos du pardon, Bert Hellinger, donc, qui a fondé les constellations familiales, nous dit « Le pardon fait que la relation d'égal à égal devient, pour le coupable, une relation d'inférieur à supérieur. Cela ressemble à la situation où l'un submerge l'autre d'amour en donnant plus d'amour que l'autre ne peut en rendre. Un véritable pardon ne peut être que réciproque. Tous les deux décident par exemple de ne pas revenir sur ce qui s'est passé, même pas en pensée. » Donc pardonner à l'autre, c'est justement déséquilibrer le système entre ce que l'autre va être prêt à recevoir et ce que moi je lui donne. Je vais donner plus que ce que l'autre va recevoir. Donc celui qui reçoit le pardon se trouve décalé en état d'infériorité par celui qui lui a accordé le pardon et qui va se trouver sur un plan plus haut. Ça va donc aggraver la dette de celui qui reçoit le pardon. Un enfant qui dit à son parent « je te pardonne », il va se placer comme le plus grand, avec un droit d'appartenance supérieur dans la hiérarchie par rapport à son parent. Or, on l'a vu, avec la hiérarchie, les premiers arrivés dans un système ont préséance sur les derniers. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui serait plus juste, par exemple, c'est déjà d'accueillir l'émotion qui est sous-jacente avec la blessure. Et on va parler plutôt de rendre à l'auteur de l'acte sa responsabilité. Ce faisant, on lui rend aussi sa dignité et on lui donne la possibilité de compenser. On peut aussi se pardonner à soi d'avoir accepté telle ou telle situation, par exemple. En tout cas, ce que je disais, pour qu'il y ait une réconciliation plus qu'un pardon, la victime, en tout cas, peut demander réparation
et le coupable va pouvoir porter les responsabilités de ses actes, porter les conséquences de ses actes et l'accueillir. Et on pourrait se dire comme ça, oui, mais alors ça paraît un petit peu facile, je suis pas sûre que le bourreau, entre guillemets, ou le responsable de l'acte, il ait vraiment envie de porter les conséquences. Et moi, j'ai envie de vous partager mon expérience des constellations familiales et mon expérience en tant que représentante de membres du système familial qui ont pu faire du mal, justement. J'ai eu la chance, et pour moi c'est vraiment un cadeau, dans les week-ends de constellation auxquels j'ai participé, de représenter souvent des membres du système familial qui sont mis de côté, qui sont un peu jugés par les autres, qui n'ont pas fait les choses comme il fallait, et qui peuvent porter du coup beaucoup de culpabilité, même si elle n'est pas forcément mise en avant et exprimée dans le concret. Et dans toutes les constellations que j'ai faites, à partir du moment où l'ancêtre que je représentais se sentait vu, reconnu, honoré et non jugé, c'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais une personne qui me reconnaissait comme une personne à part entière, qui reconnaissait que j'avais fait du mieux que j'ai pu, avec les outils que j'avais, avec le contexte que j'avais, dans lequel j'avais vécu, etc., j'étais totalement en capacité de prendre la responsabilité de mes actes et de me rendre compte qu'effectivement, c'était pas juste que ce soit l'autre, par exemple, qui porte cette responsabilité-là. Par contre, à partir du moment où l'ancêtre va se sentir jugé, qu'on va mettre une image négative sur lui, là, c'est vrai que c'est plus difficile et que du coup, il y a de la résistance et il n'a pas forcément envie de reconnaître sa responsabilité, en fait. Donc, c'est vraiment un mécanisme de reconnaissance, de douceur aussi, d'une certaine manière, pour amener l'autre à prendre la responsabilité de son acte. Et donc, encore une fois, pour revenir sur le pardon, on ne cherche pas à pardonner. Enfin, moi, en tout cas, dans mes espaces, je ne vous invite pas forcément à pardonner, mais plutôt à inviter l'autre à reconnaître sa responsabilité dans ce que vous avez pu vivre. Cet équilibre du donner et recevoir, il peut se manifester aussi quand dans notre arbre, il y a certains ancêtres qui ont pu faire des actes répréhensibles et qui n'ont pas été jugés pour, donc qui n'ont pas d'une certaine manière payé le prix pour. Donc parfois, on va essayer, en tant que descendant, on va essayer inconsciemment d'équilibrer les actions de quelqu'un qui nous a précédés, sans s'en rendre compte, mais par exemple dans des mécanismes d'auto-sabotage, des choses dans lesquelles on va pas réussir, ou par exemple, je sais pas, on monte un business, une entreprise, et puis on va tout perdre à un moment donné, ou on va nous-mêmes faire des actes répréhensibles par la loi, et puis faire en sorte de se faire arrêter, là où peut-être notre ancêtre qui a vécu la même chose, lui, il a échappé à la loi. Donc là, il y a aussi comme un mécanisme de réparation, tant que l'ancêtre en question n'a pas repris sa responsabilité sur ce qu'il a fait, et du coup n'est pas prêt lui-même à payer d'une certaine manière le prix de ce qu'il a fait, ça peut se répercuter sur un descendant. Donc toujours dans l'idée que le système familial, il cherche l'équilibre. Donc s'il y a une dette quelque part, s'il y a quelque chose qui n'a pas été réparé, on va chercher un descendant qui va pouvoir réparer ça. Donc ça non plus, c'est pas juste, évidemment. Et c'est aussi un mécanisme qu'on peut travailler en constellation familiale, dans lequel on peut rendre à l'ancêtre ou aux ancêtres concernés leurs fautes et ne pas les porter nous-mêmes, en fait, et ne pas se punir nous-mêmes pour quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vécu et qui ne nous appartient pas. Donc voilà pourquoi cette notion d'équilibre, elle est importante aussi à prendre en compte, à comprendre, à connaître, pour justement aussi pouvoir reconnaître les mécanismes et les schémas qu'on répète qui ne nous appartiennent pas et qu'on vient effectivement, par exemple, réparer quand à l'une des générations dans notre vie, il y a eu des actes répréhensibles notamment. C'est principalement comme ça que ça peut se manifester. Voilà pour cet épisode sur l'équilibre entre le donner et le recevoir, donc le troisième grand principe du transgénérationnel. J'espère que cette série de 3 épisodes vous aura apporté des clés de compréhension supplémentaires et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci de votre écoute.